1968, les révoltes juvéniles en Europe. À partir de ce moment-là, il y a eu une lente dégradation. Lente dégradation. Et c'était la prévalence d'une pensée comme la pensée marxiste, par exemple, très rationaliste, très progressiste, très matérialiste, hein, pour le dire simplement. Voilà. Et donc, ça a bien marché, ça ne marche plus. Ce qui est certain, c'est qu'il y a en particulier, c'est chez jeunes générations, le fait de réinvestir, on va dire d'une manière très large, de réinvestir des formes de spiritualité. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour Ying, bonjour. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter? Oui, ben, je suis professeur, ce qu'on appelle professeur émérite à la Sorbonne, où j'ai enseigné pendant 35 ans. La Sorbonne est juste en face de mon bureau d'ailleurs. J'ai dirigé et j'ai créé un centre d'études sur l'actuel et le quotidien, le CEAC, et je dirige également à la Maison des sciences de l'homme à Paris, le centre de recherche sur l'imaginaire. Voilà, j'écris une quarantaine d'ouvrages en sociologie, hein, puisque je suis à la Sorbonne, j'étais titulaire de la chaire du Durkheim, ça s'appelle, c'est-à-dire la grande chaire de sociologie générale. J'ai écrit une quarantaine d'ouvrages depuis les premiers, c'est 1972, et les derniers viennent de paraître il y a quelques semaines. Livres qui sont donc livres sur les grandes évolutions sociales dans nos sociétés en général, pas uniquement en France, mais d'une manière générale. J'ai 76 ans. Voilà. Ok. Et justement, dans votre livre, L'ère des soulèvements, vous annoncez l'arrivée de l'ère des soulèvements et un effondrement social. Et alors, pourquoi cette annonce et de quoi s'agit-il? Alors oui, vous m'avez demandé, j'ai oublié d'en parler, voilà mon livre qui vient de paraître, qui s'appelle L'ère des soulèvements, et qui est un livre qui vient de paraître le 6 mai dernier. C'est un peu une synthèse de mes travaux sur, disons, le passage, puisque c'est un peu le fond de ma pensée, le passage entre l'époque moderne, modernité, ce que les historiens appellent les temps modernes, qui commence avec le XVIIe siècle en Europe, qui, de mon point de vue, s'achève vers la moitié du XXe siècle, donc passage de la modernité vers ce qu'on appelle la post-modernité. Alors dans ce livre, si vous voulez, je montre que dans le fond, il y a un désaccord, une différence entre ce qu'il est convenu d'appeler les élites. Élite, pour moi, c'est tout simplement ceux qui ont le pouvoir de faire, ceux qui ont le pouvoir de dire. Hein, c'est les politiques, c'est les journalistes, c'est les experts, ce qu'on appelle actuellement les experts, qui restent sur les grandes valeurs modernes et qui ne comprennent plus très bien ce qu'est la vie quotidienne, justement, hein, ce qu'est l'aspect concret de la vie sociale. Donc il y a ce que j'appelle un désaccord, où j'emploie le mot de déphasage, on est déphasé. Et alors quand il y a ces désaccords, ce n'est pas la première fois hein, dans les histoires humaines, hein, on peut voir, pour ce qui concerne la France, la Révolution française, la fin du Moyen-Âge un peu avant. Vous voyez, il y a souvent des moments où il y a ce déphasage. Et bien, à ce moment-là, ben, justement, il y a des révoltes, des insurrections, moi je dis soulèvements, hein, qui se préparent, justement, en particulier chez les jeunes générations qui représentent déjà la société de demain et à mon avis déjà la société d'aujourd'hui, et que ces jeunes générations ne se reconnaissent plus dans les politiques, dans quelque parti que ce soit, à gauche ou droite d'ailleurs, de ce point de vue. Et donc, on a quand même actuellement, je dirais sociologiquement, toute une série de manifestations juvéniles, en particulier musicales, mais qui traduisent bien justement le fait que ces jeunes générations ne se reconnaissent plus dans les élites. Voilà ce que j'appelle l'ère des soulèvements. D'accord. J'ai écrit dans l'ère des soulèvements, je parle beaucoup du Covid, en rappelant que d'une manière historique, chaque fois qu'il y a
un changement d'époque d'une manière un peu mystérieuse. Il y a une pandémie, hein, c'est-à-dire à la fin de la décadence romaine, il y a la peste antonine. À la fin du Moyen Âge, moi je connais l'Europe, hein, je ne peux pas parler de la Chine. Hein. À la fin du Moyen Âge, il y a la fameuse, ce qu'on appelle la peste noire, si vous voulez, qui est importante. Et quand commence la réforme protestante, il y a une épidémie de typhus qui est importante. Voilà. Donc c'est curieux, mais il y a une corrélation entre la fin d'une époque et le développement d'une pandémie. Voilà, moi je ne peux pas dire plus. Ce que je dis uniquement, c'est qu'au-delà, disons, de ce qu'est la crise sanitaire, pour moi, il y a essentiellement une crise que j'appelle civilisationnelle, hein, c'est-à-dire, d'une certaine manière, ce que j'indiquais tout à l'heure, en parlant du passage de la modernité à la postmodernité, que la crise civilisationnelle, c'est-à-dire que pour moi, le trépied, le tripode qui a constitué la modernité, c'est-à-dire l'individualisme, le rationalisme et le progressisme, qui sont les grandes valeurs occidentales, hein, qui ont marqué le XVIIe siècle, le philosophe Descartes, XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, XIXe siècle, les grands systèmes sociaux, hein, je dirais de Hegel, le philosophe Hegel, à Karl Marx. Ça, c'est ça qui a constitué les valeurs modernes. Et qu'il y a actuellement une saturation, on peut dire une fin de ces valeurs, et que l'on voit émerger d'autres types de valeurs. Hein. Pour moi, on voit émerger la communauté, hein, pas l'individu, mais la communauté. On voit émerger une dimension beaucoup plus émotionnelle et pas simplement rationaliste. On voit émerger une temporalité beaucoup plus présente. Voilà. Et donc, je dirais que l'épidémie du Covid est un moyen de comprendre, en quelque sorte, ce changement de mutation. Hein, cette mutation, quand je dis sociétale, ou une mutation civilisationnelle, ou une mutation culturelle, peu importe. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui fait que le monde d'après, hein, ce qu'on appelle le monde d'après, ne pourra plus fonctionner uniquement sur les grandes valeurs modernes que j'ai dites il y a un instant. Vous parlez de la fin de la civilisation, de notre civilisation. Oui, je parle de la fin, je dis bien, de la civilisation moderne, hein, ce qu'on appelle l'État moderne. Je vous ai dit, hein, ces valeurs individualistes, rationalistes, progressistes, etc., qui, d'une certaine manière, jusqu'à la fin du XIXe siècle, s'est répandu dans tout le monde, hein, en Amérique latine, je dirais, jusqu'à l'Extrême-Orient. Hein, voilà. Et que, de mon point de vue, ce sont ces valeurs qui ne fonctionnent plus. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. Peut-être même, d'ailleurs, ce qui est en jeu, c'est je dirais, l'importance des valeurs orientales et extrême-orientales. Hein. Si je prends, par exemple, l'image de la communauté, ce que j'ai appelé la tribu, moi, je ne connais pas bien la Chine, mais je connais bien la Corée du Sud, et où on voit que cette dimension de communauté est une dimension importante. Ça, ce n'était pas une idée européenne. Hein. L'idée européenne, c'était l'individu, hein, qui prévalait, qui était importante. Alors voilà, peut-être que autant il y a eu une occidentalisation du monde, peut-être y a-t-il actuellement une orientalisation du monde. Hein. C'est-à-dire, peut-être que le monde d'après verra prendre des valeurs et peut-être même des spiritualités qui sont des spiritualités venues de l'Extrême-Orient et de la Chine nommément, ou du Japon ou de la Corée, etc. Mm-hmm. J'ai écrit un livre précédent, avant celui-là, qui s'appelle La nostalgie du sacré, et où je montre justement que autant si je fais une image, je dirais, autant la modernité a mis en œuvre, je dirais, le bulldozer du rationalisme, c'est-à-dire quelque chose qui va, en effet, évacuer la religion, évacuer le sens de l'invisible,
évacuer le sacré en général. Ça, c'est la modernité. Hein. Autant actuellement, et on le voit chez les jeunes générations, il y a, moi je dis nostalgie ou retour du sacré, peu importe en la matière. Hein, c'est-à-dire que de plus en plus, on ne se reconnaît pas uniquement dans la négation de l'invisible. Hein, précisément, il y a un rapport qui est en train de s'établir entre le visible et l'invisible. Voilà, donc ce qui est certain, c'est qu'il y a en particulier, c'est chez jeunes générations, le fait de réinvestir, on va dire d'une manière très large, de réinvestir des formes de spiritualité, de réinvestir une vraie religiosité, hein, c'est-à-dire non pas quelque chose qui s'inscrirait uniquement dans une, comment dire, dans une religion institutionnelle, hein, c'est-à-dire, je sais pas moi, l'Église catholique, l'Église protestante, etc. Donc c'est pas exactement cela, mais au contraire, on va en quelque sorte, si je le dis d'une manière imagée, butiner, hein, prendre un peu de sacré ici ou là. Voilà, voilà ce que on peut dire. Hein, c'est-à-dire que c'est cela que j'ai appelé la nostalgie du sacré. Je vois en France, par exemple, le développement des pèlerinages populaires. Hein, Saint-Jacques de Compostelle, par exemple, hein, qui est très important. Je vois le fait que, bien sûr, les églises ont tendance à se vider, et en même temps, les monastères, hein, les moines, recueillent beaucoup de jeunes actuellement. Hein. Il y a beaucoup de retraites monastiques, etc. Voilà, donc on verra bien. Donc, d'après vous, c'est quoi la cause profonde justement de cette crise de notre civilisation? Ça, c'est difficile. Moi, je ne peux pas dire quelle est la cause. Hein, donc, c'est trop difficile. Alors, en gros, il y a des grands moments, et la modernité, c'était le rationalisme qui avait marché. Mon hypothèse, c'est que c'est au contraire quelque chose qui va mettre l'accent sur le culturel ou le spirituel. Voilà. Alors voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire que le spirituel ou le culturel n'existait pas quand il y avait purement du rationalisme ou du matérialisme, hein, c'est-à-dire prévalence de l'économie. Et c'était la prévalence d'une pensée comme la pensée marxiste, par exemple, très rationaliste, très progressiste, très matérialiste, hein, pour le dire simplement. Voilà. Et donc, ça a bien marché, ça ne marche plus. Hein. Retenez ce mot qui est très simple, saturation. Voilà. L'exemple que donne Sorokin est d'ailleurs intéressant. Il dit, dans le fond, quand il y a un verre d'eau, je le sale, le verre d'eau, et jusqu'au dernier grain de sel, on ne voit pas que le verre d'eau est saturé. Et puis tout d'un coup, il y a un grain de sel final, je dirais, qui fait que le verre d'eau est saturé. Il ne peut plus supporter le sel. Voilà. Eh bien moi, c'est une métaphore, hein, une métaphore. Mais d'un point de vue de ce qu'on est en train de dire, c'est exactement cela que j'essaie d'indiquer. Hein, c'est-à-dire que dans le fond, il y a eu le matérialisme, l'économicisme, le rationalisme, le progressisme. Ça a bien marché, ça a été la culture moderne. Hein. C'était ceux qui ont permis de constituer les grandes institutions modernes. Un grand philosophe français comme Michel Foucault le montre bien, hein, c'est-à-dire qu'il montre bien comment ces institutions au 19e se sont faites sur les bases que je viens ici d'indiquer. Ça a marché, ça a donné les sociétés que l'on sait, et puis il y a maintenant, pour moi, depuis les années 60 du 19e siècle, hein, depuis les révoltes juvéniles, 1964 Berkeley aux États-Unis, 1968 les révoltes juvéniles en Europe. À partir de ce moment-là, il y a eu une lente dégradation des valeurs modernes. Et là, on voit apparaître de plus en plus ces dimensions culturelles, spirituelles. Vous voyez des mots qui mettent en jeu la générosité, la solidarité, le partage. Vous voyez des quantités d'expressions de cet ordre, voilà, qui moi me paraissent être le signe de ce changement civilisationnel. D'accord. Donc, en fait, comme vous avez dit, justement, le communisme, le matérialisme, tout ça, c'est des valeurs maintenant
vers la fin, c'est-à-dire il ne marche plus. Et il y a une forte... Est-ce que d'après vous, parce que vous êtes professeur à la Sorbonne, est-ce que d'après vous, il y a une forte influence de l'idéologie marxiste et communiste dans notre système d'éducation? Où donc cette influence? Dans l'éducation. Ah, c'est difficile à dire, hein. C'est-à-dire que si je parle de la France, oui, il y a eu, d'un point de vue intellectuel, une forme, ce que j'appelle moi, de marxisation des esprits, hein, et qui se voit bien évidemment, en effet, dans beaucoup de, chez beaucoup d'éducateurs, en particulier pour ce que je connais, chez beaucoup de sociologues. Ça, c'est certain. Mais, cette marxisation, je dirais, elle est forte à l'université, dans les syndicats étudiants encore, hein, par exemple, hein, ou dans les minorités actives, hein, mais qui sont des minorités, ce ne sont que des minorités. Moi, ce qui m'a frappé tout au long de ma carrière, c'est que globalement, mis à part les minorités, globalement, les étudiants n'adhéraient plus du tout au grand système marxiste, n'adhéraient pas du tout au grand système, on va dire, socialisant. Voilà. Il y avait une attitude beaucoup plus, je dirais, ils n'avaient pas une idéologie, mais ils prenaient un peu partout, un peu dans l'écologie, un peu dans la droite, etc. Je dirais, on prenait des morceaux. C'était une mosaïque, je dirais des choses comme ça. Voilà. Donc, non, ma réponse est de dire, peut-être que d'une manière officielle dans les syndicats étudiants continue à exister, bien évidemment, cette grande idéologie marxisante, mais cela ne touche pas ou ne touche quasiment plus du tout la masse des étudiants. Et d'après vous, c'est quoi les valeurs de futur? C'est-à-dire vraiment les peuples, des jeunes générations ont besoin à la recherche? Ah ben, je vous les ai indiqués tout à l'heure, c'est-à-dire la communauté. Moi, je dis en français non pas le je, mais le nous. C'est l'importance, encore une fois, de, comment dire, d'une conception non pas simplement rationaliste, mais entière. En français, je dis l'entièreté de l'être, c'est-à-dire l'importance du sensible, des sens. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle La raison sensible, hein, c'est-à-dire à la fois le cerveau, mais le corps aussi. Hein. Donc, c'est cette dimension entièreté. Le mot qui est très utilisé en Californie, aux États-Unis, c'est holisme, hein, une conception holistique. Alors voilà, moi, c'est pas simplement le rationalisme, mais c'est une conception holistique. Et puis, le dernier élément, c'est la temporalité présente, hein, c'est-à-dire mettre l'accent sur un, je dis, présentéisme, non pas le futur, hein, non pas la société parfaite telle que Marx la prévoyait un peu plus tard, dans l'avenir, mais là au contraire, je dirais, vivre sa vie de tous les jours. Hein, vivre, ça existait en d'autres époques, hein, je veux dire, en latin on appelle ça le carpe diem, hein, c'est-à-dire jouir du présent, jouir du jour. Voilà, alors en gros, la communauté, cette dimension émotionnelle, c'est-à-dire holistique, et puis troisièmement, quelque chose qui va mettre l'accent sur le présent vécu, c'est-à-dire encore une fois, non pas attendre le futur, mais le présent. On appelle ça présentéisme. Et la semaine dernière, nous étions tous choqués par la gifle à Macron et la farine à Mélenchon. Et d'après vous, pourquoi cette violence et d'où vient cette violence? Moi, quand j'ai eu la semaine dernière beaucoup d'entretiens à la télévision pour expliquer ça, j'étais très souvent consulté, j'ai dit la chose suivante, c'est que la politique est devenue, comment dire cela, est devenue un peu une théâtralité. On a théâtralisé la vie politique. Et le président Macron est un bon exemple de cette théâtralisation. Mais pas que lui, hein, je veux dire,
nombre de, puisque vous avez cité Mélenchon, mais disons globalement, tous les partis politiques sont entrés depuis plusieurs décennies, hein, sont entrés dans une espèce de théâtralité, si je puis dire. Bon. Et on voit le président qui se promène sans veste, uniquement en chemise. On voit le président invitant à l'Élysée des musiciens pour faire des musiques très d'avant-garde, etc. Bon, alors tout ça, c'est une théâtralité. Et le fait, comment dire, de théâtraliser le politique fait que parfois ça aboutit à la gifle. Hein, c'est-à-dire que si on considère, comme c'était le cas pour celui qui a donné la gifle au président français, si on considère que le théâtre n'est pas bon, alors on siffle, hein, ou alors on donne une gifle. Voilà. Pour moi, c'est la réponse logique à une forme de théâtralisation du politique. Un bon penseur comme dans les années 60, Guy Debord, parlait de la société du spectacle. Et je dirais que maintenant, c'est la politique du spectacle. Moi, j'ai eu un bon ami qui est très connu, qui est décédé maintenant, qui s'appelle Jean Baudrillard. Et Baudrillard parlait du simulacre, par exemple. Hein, ce qui était important, c'était le simulacre, et pas le réel. Et donc, moi, je dirais que c'est parce qu'il y a cette théâtralité, que c'est parce qu'il y a ce spectacle, hein, qu'il peut y avoir jeter de la farine sur Mélenchon ou donner une gifle au président de la République. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la même logique de théâtralité. Vous voyez, pour être même encore un peu plus fort, je cite un mot de Platon dans La République. Platon montre que quand il y a une dégénérescence de la démocratie ou une dégénérescence de la cité, il y a ce qu'il appelle la théatrocratie. Hein, théatrocratie, c'est-à-dire, en grec, ça veut dire le pouvoir du théâtre. Hein, théatrocratie. Et il montre bien que c'est chaque fois qu'il y a cette dégénérescence, cette décadence, hein, de ce qu'est la vie en société, une vie harmonieuse, une vie équilibrée, c'est quand il y a cette décadence qu'il y a le retour de la théatrocratie. Et de mon point de vue, il y a actuellement cette théatrocratie chez les hommes politiques, et du coup, ça peut engendrer les formes paroxystiques dont vous venez de parler. Cette domination de la théâtralité est grave, parce que, comment dire, cela fait que, d'une certaine manière, on ne fait plus confiance aux institutions. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on voit se multiplier en France des formes de violence, hein, des jeunes de banlieue qui se bagarrent, qui tuent. Il y a beaucoup de violence ou de criminalité. Et de mon point de vue, cela vient dans la conséquence, en quelque sorte, disons, de cette théâtralité dont je viens de parler. Et vous croyez à la sagesse du peuple et le bon sens du peuple. Et par exemple, les gilets jaunes s'expriment à la colère du peuple. Mais maintenant, on les voit de moins en moins. Alors, quand justement le peuple ne se reconnaît plus comme étant représenté par les politiques, il y a ce que j'ai appelé des soulèvements. Insurrection, révolte. Les Gilets jaunes ont été, il y a 2 ans, une bonne illustration, hein, de cette révolte de la sagesse populaire. Alors, bien sûr qu'actuellement, le mouvement des Gilets jaunes ne fonctionne plus en tant que tel. Mais on peut penser que, tout comme il y a eu ces Gilets jaunes, eh bien, et c'est mon hypothèse, moi, il y aura d'autres soulèvements du même ordre. Voilà, hein, c'est-à-dire que dans le fond, les soulèvements se succèdent et ne se ressemblent pas. Alors, d'une certaine manière, les Gilets jaunes ont en quelque sorte préparé le terrain. C'est véritablement les manifestations les plus fortes depuis de longues années. Et dans mon dernier livre, je consacre 2 chapitres à ce mouvement des Gilets jaunes. Et ce sont des mouvements prémonitoires, moi je dis, voilà, prémonitoires en français. Hein, c'est-à-dire qu'ils prophétisent, à mon sens, ce que risquent d'être d'autres soulèvements. C'est difficile, hein, je ne veux pas faire de la prophétie, hein, c'est difficile de prédire l'avenir. Mais ce qui est certain, c'est que
on assiste là de plus en plus à une multiplicité de ces formes d'insurrection, de soulèvement. Et on peut penser que une fois que la stratégie de la peur sanitaire aura disparu ou sera relativisée, il est possible, en tout cas moi c'est mon hypothèse, qu'il y ait une multiplicité de ces soulèvements. Et certains considèrent que les Gilets jaunes, c'est le retour de la lutte de classe. Et quel est votre avis? Non, moi pas du tout. Pas du tout. Le terme de lutte de classe est très précisément, je dirais, une expression purement, comment dire, marxiste. C'était dans le cadre de la lutte de classe, il y avait des classes sociales, etc. Moi, à mon avis, c'est pas exactement cela qui est en jeu. Vous voyez, dans une conception marxiste, il y avait cette idée de lutte des classes, avec des classes sociales. Dans une conception fonctionnaliste, c'était les catégories socio-professionnelles. Voilà. Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre qui va prédominer. C'est plutôt, je dirais, quelque chose que l'élite appelle le populisme, c'est-à-dire quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, il y a retour, à bien des égards, de ce qu'au Moyen-Âge, on appelait les jacqueries, c'est-à-dire quand les paysans se révoltaient. Là, c'est pas le prolétariat qui se révolte, c'est vraiment, encore une fois, tout âge confondu, des jeunes, des vieux, des ouvriers, des petits bourgeois, etc. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on puisse continuer à fonctionner sur l'idée de classe sociale. Et donc, je ne pense pas que ce soit une forme contemporaine de la lutte de classe. Aux États-Unis, la lutte de classe s'est remplacée par la lutte des races. C'est très répandu en fait. On voit dans le mouvement Black Lives Matter. Aussi, on voit beaucoup dans l'école. En fait, par exemple, maintenant, certaines grandes écoles vont supprimer les examens. Il va utiliser le système de quota racial au lieu des notes pour le recrutement des élèves. On appelle ça la révolution culturelle américaine. Et quelle est votre observation? Ou est-ce que ce phénomène peut-être va aussi arriver en France? Ben, j'espère que non. J'espère que non. Mais on est dans un moment de... J'ai employé ce mot plusieurs fois. On est dans un moment de grouillement culturel. C'est-à-dire, on est en train de quitter un ensemble de valeurs. On ne sait pas exactement où l'on va, avec sûreté. Voilà, ça c'est certain. Alors, dans cette période, il y a, une multiplicité de minorités. Alors ça va être les racialismes, ça va être les Noirs, ça va être les Asiatiques, j'en sais rien, moi. Mais ce sont à mon avis, sont des minorités. Alors, je sais ce qui est en train... Enfin, je ne connais pas très bien, mais j'ai entendu ce qui se passe aux États-Unis dans les universités. Pour moi, ça me choque. Je trouve ça que ça n'a pas de sens, ça ne s'inscrit pas dans la grande tradition universitaire, si vous voulez, en général, où justement le propre, vous voyez, le mot dit bien ce qu'il veut dire en latin, universitas. Universitas, ça veut dire justement cette espèce de transversalité, où on ne regardait pas la couleur de la peau, on ne regardait pas les idéologies, on ne regardait pas si on était des femmes, des hommes, etc. Mais où il y avait la possibilité, en quelque sorte, pour tout le monde de participer à ce qui s'appelait la disputatio, c'est-à-dire la discussion, les échanges, dans le sens fort du terme. Alors, moi, il me semble que rejouer, en effet, la race, le féminisme, etc., comme étant des valeurs de minorité, c'est un moment qui est le moment de la décadence, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à retrouver une forme que j'appelais tout à l'heure entièreté, holistique,
où chacun peut s'exprimer, discuter, échanger, etc. Voilà. De mon point de vue, ce n'est qu'un moment. Et en tout cas, pour le moment, en France, ce n'est pas le cas. Voilà, donc du coup, je ne considère pas que ce qui se passe dans les universités américaines va en quelque sorte contaminer les universités françaises. Avant de conclure notre interview, quel est votre message d'espoir pour le peuple français? Moi, je suis frappé, si vous voulez, de voir qu'il y a chez les jeunes générations une vraie vitalité. Je dis même vitalisme, c'est-à-dire quelque chose qui font que ces jeunes générations ne mettent pas simplement l'accent sur le travail, la valeur travail. Je rappelle pour mémoire que l'expression valeur travail, c'est une expression de Karl Marx dans le Capital. Donc on l'a oublié, ça va. Eh bien, ces jeunes générations ne se reconnaissent plus dans la valeur travail. C'est la dimension de la créativité qui est beaucoup plus importante. Encore une fois, ce que j'appelais le qualitatif. Alors voilà pour moi l'élément le plus important. Et également, moi je ne sais pas s'il faut dire en termes d'espoir, mais l'appétence pour le culturel et le spirituel. Moi je parle souvent à des chefs d'entreprise et je leur rends attentif au fait que ces jeunes générations ne peuvent plus se gérer comme Ford demandait à Taylor de manager les entreprises dans les années 20 du XXe siècle, où c'était simplement la raison qui prévalait. Mais qu'au contraire, même pour le management dans les entreprises, il faut mettre l'accent, encore une fois, sur le spirituel, le qualitatif, etc. Voilà, pour moi, c'est ça les formes d'espoir, c'est-à-dire que, oui, il y a quelque chose qui est en train de tomber, et en même temps, on a, dans le sens simple du terme, toute une série d'indices. Indice en latin, index. C'est ça l'index, c'est-à-dire ce qui souligne, en quelque sorte, que d'autres choses sont en train de naître. Moi, la formule que je dis, c'est que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Voilà. Et que quand on regarde les formes de Internet aidant, c'est ça intéressant, sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion, on voit revenir des mots tels que générosité, solidarité, entraide, partage, des expressions comme le co-location, la colocation, co-voiturage, co-working. Et je rappelle, moi, tout simplement que le préfixe co, ça vient du latin cum, avec. Et que donc, c'est un peu cette dimension d'être avec qui est en train de renouer. Et pour moi, c'est cette vitalité qui est une forme d'espérance. Indéniable. Merci beaucoup, Monsieur Maffezoli. Merci beaucoup.